Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Code Thanatos, un roman écrit et auto-publié par Sonitage. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de la société des Charons. Pour la petite histoire, il y a des milliers d'années, les peuples vénéraient des divinités. Cette foi alimentait le pouvoir des dieux, ce qui les plaçait tout en haut de la hiérarchie terrestre. Thanatos, dieu de la mort et lieutenant d'Hadès, est assigné au Tartare, l'antichambre des condamnés. Un jour, Thanatos, qui ambitionne secrètement de devenir calife à la place du calife, donne à l'un de ses généraux une mission de la plus haute importance. Ce dernier ayant échoué dans sa collecte, se voit banni avec sa légion sur Terre pour un millénaire. Leur mission sera de collecter l'essence des morts sans attendre que ceux-ci ne traversent le Styx. C'est comme ça que les Charons sont devenus des fossoyeurs terrestres pour Thanatos. Pour les punir et les humilier un peu plus encore, le dieu de la mort leur a donné une forme humaine, mais par souci de rentabilité, il leur a attribué des pouvoirs exceptionnels tels que la jeunesse éternelle à partir de leurs 24 années terrestres, la capacité de communiquer entre eux par la pensée, la capacité à se régénérer de leurs blessures, de lire dans les pensées des mortels et une capacité physique surhumaine. Cette punition s'est éternisée pendant des siècles jusqu'à ce que les humains ne vénèrent plus du tout les dieux, les faisant tomber dans un profond sommeil, ce qui a commencé à tuer les Charons abandonnés sur Terre. Thanatos a omis un détail d'importance en condamnant les Charons à un exil terrestre. C'est leur ressemblance aux humains et surtout leurs caractéristiques émotionnelles. Et c'est bien grâce à ces dernières, ou à cause selon le point de vue, que Cassius, en 359 avant Jésus-Christ, s'est autoproclamé Thanatos Primus, commandant suprême des Charons, l'égal terrestre du dieu de la mort après 10 années d'exil forcé. Cassius, qui est en proie à une rage incontrôlable, tue en masse pour développer son pouvoir, lui permettant d'être le plus fort de sa communauté, s'arrogeant ainsi l'énergie des morts de tous. Cette attitude despotique a fait monter la grogne parmi les siens. Et un soir, Pathos demande la création du code Thanatos, assurant la survie à tous et pas uniquement au chef autoproclamé. Un quota et une possibilité de choisir un héritier à sa mort ont été adoptés, ainsi que la décision de devenir des mercenaires pour les humains les plus offrants. La dernière mesure adoptée concerne la perpétuation des lignées par l'apport de femmes humaines à leurs arbres généalogiques. Cassius, qui envie les rois humains pour la trace indélébile qu'ils ont laissée derrière eux, ne peut que valider cette motion. À partir de cette soirée décisive, les Charons partagent l'énergie des morts. Pathos s'est déclaré Cerbère, soit le gardien de la Légion et des membres du clan, et Aramnénos s'est proclamé régent, le gérant du domaine. Ce dernier fomente dans son coin son ascension au pouvoir en essayant d'asseoir sa lignée comme celle qui dominera les autres. Pour ce faire, ils saisissent une opportunité à la succession de Chiméros, le fils de Cassius, en lui proposant de devenir le nouveau Cerbère. De nos jours encore, la société des Charons fonctionne de cette façon. De nos jours, le nouveau Cerbère s'appelle Christo et il est pourchassé par des agents de l'Hydre, une organisation criminelle secrète internationale. Cette organisation est dirigée par Phidi dans l'ombre depuis 2 décennies déjà. Le leader est secondé par Defteros et Sphazo, dit le boucher, un tueur sadique et respecté chez ses semblables. Quand Christo débarque blessé à l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Paris, il tombe sur Max, une petite femme d'1m56 qu'il prend pour une humaine. En réalité, Max est une Charon renégate. Elle s'est depuis toujours distinguée par son absence de velléité meurtrière et pour cause, tuer la rend physiquement malade. Elle renie sa nature Charon et finit par s'enfuir de sa communauté. Elle survit grâce à un job comme agent d'entretien de nuit à la morgue et grâce à l'absorption de l'énergie des morts des patients de l'hôpital historique de la cité. Sa passion pour les sociétés humaines ainsi que son apparence lui ont permis de s'intégrer facilement. Quand le nouveau Cerbère aux yeux vairons entre dans sa morgue, elle se sent résignée à son sort. Mais quand elle comprend que 1. Il n'est pas là pour elle et que 2. Il ne l'a pas identifiée comme une Charon, elle saisit sa chance en jouant les faibles humaines paniquées. Christo ne lui veut pas de mal, mais quand les agents à ses trousses arrivent, il se défend, et ce malgré sa mauvaise condition, et Max va l'aider instinctivement. Quand elle tue son assaillant, par pur automatisme, elle s'évanouit. À son réveil, elle est dans son petit appartement aux côtés de Christo, qui la croit encore humaine.
L'arrivée de Choupi, son chat parlant, rompt le charme et oblige Max à tout révéler au Cerbère. Christo lui doit la vie. Et en même temps, il est impressionné par la capacité d'adaptation dans le monde des humains qui lui est finalement à lui bien étranger. Il décide de l'épargner pour le moment, le temps pour lui d'apprendre d'elle toutes les notions qui lui manquent et de se débarrasser de la menace nommée l'hydre. Choupi, qui derrière ses moustaches est un fin observateur, adopte tout de suite ce méchant qui n'est pas vraiment méchant et se déclare son copain. Max, qui comme tous les charrons peut lire les pensées, sait que ses jours sont sur la sellette, mais sait aussi qu'elle peut se rendre indispensable avec tout ce qu'elle connaît du monde des humains et de leur technologie. Christo ne sait pas trop pourquoi, mais au contact de Max, il se sent différent, et ce de manière plutôt positive. Cette rencontre n'est pas 100% fortuite et il le sent tout au fond de lui. Elle est peut-être une dissidente, mais lui aussi est différent de ses prédécesseurs. Alors, comme pour survivre il faut évoluer, il décide de suivre Max sur la voie de l'évolution. Arrivera-t-il à découvrir ce que veut l'hydre et qui la dirige? Sera-t-il le Cerbère protecteur qu'il doit être? Max de son côté sera-t-elle un atout pour lui et les charrons? Eh bien maintenant, c'est à vous de le découvrir. Une belle découverte livresque et humaine. Une histoire qui se tient bien et qui ne manque pas de rebondissements ou de rythme. Une mention spéciale à Choupi et T-Rex, les deux personnages qui ont su capturer mon cœur de pets lover. Alors, vous aussi, copains? Câlins? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 12 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!